Le projet du City a été commandité par EDF à la fin des années 60 pour faire un service interrégional de traitement de l'information. La ville nouvelle d'Orléans-la-Source, qui se présente comme une ville nouvelle à l'époque, se veut une cité pilote du XXIe siècle. Le projet d'Orléans est confié à l'équipe de l'atelier de Montrouge. Ils ont l'occasion, juste après la livraison en 1965 du premier bâtiment des Moulineaux, de réaliser une œuvre ex nihilo, donc conçue autour du programme novateur dont on a mesuré un peu les tenants et aboutissants dans le premier projet. De prime abord, quand on regarde le bâtiment, on a l'impression qu'il est assez simple, quand on le voit par son plan monolithique. Quand on arrive sur le site, on est interrogé par ce qu'on découvre, qui est un vaste vaisseau de béton brut, aux façades articulées par des brises-soleil en béton préfabriqué, qui introduisent une modulation qui crée des jeux d'ombre et lumière sur la façade. Si on s'approche, on découvre que derrière cette première peau, il y a une seconde peau de verre qui est rythmée par des ondulations de menuiserie verticale peinte en bleu. Ce qui est encore plus troublant, c'est que quand on s'approche davantage, on découvre que ce vaisseau de béton semble flotter dans l'espace parce qu'il y a un retrait au rez-de-chaussée qui crée un effet de pilotis de toute une série de petits poteaux très fins en acier qui semblent trop légers pour tenir un bâtiment pareil. L'œil averti va reconnaître dans ces brises-soleil une allusion aux travaux de Le Corbusier, notamment la première usine Duval à Saint-Dié, où était expérimentée une paroi menuisée de verre et de bois, devant laquelle Le Corbusier avait mis et expérimenté pour la première fois des brises-soleil pour atténuer les effets du soleil, justement pour créer un confort à l'intérieur de l'usine de Saint-Dié. Donc ils prennent tout de suite comme parti pris l'idée d'avoir une structure d'acier avec dalles de béton renforcées, collaborantes, pour pouvoir accueillir une certaine charge par plancher. Mais après, dans le bâtiment, ils vont disposer des grandes zones d'affectation en fonction des différents usages au temps T de la commande. Mais en fait, il est assez compliqué, notamment par la superposition des plans intérieurs, qui sont tous à des hauteurs différentes. Il y a des demi-niveaux qu'on ne perçoit pas dans un premier temps. Mais quand on le regarde en coupe, tous les niveaux sont à des hauteurs différentes. Et on a aussi cette notion de plan en ellipse, c'est-à-dire que le plan fait à chaque fois un quart de rond et n'est jamais le même d'un étage à l'autre. La présence de l'eau, qui est un élément important et qui avait à l'origine un rôle technique, parce que ces bassins servaient au refroidissement des ordinateurs. Aujourd'hui, il est extrêmement important, sa conservation est extrêmement importante parce qu'elle fait partie de l'œuvre totale du Cité, d'autant plus qu'il y a les fameuses boules de l'œuvre de Kowalski qui flottent dans le bassin. Donc cet ensemble est indissociable, le site, le bâtiment et le bassin. Il faut toujours se nourrir de ce que j'appelle peut-être la grammaire du bâtiment, c'est-à-dire aller au-delà de la forme et de voir ce qui fait l'essence du lieu. Et j'ai l'impression que, encore une fois, ce programme nous donne l'opportunité d'être dans le prolongement d'une démarche que j'espère l'atelier Montrouge ne renierait pas. L'atelier de Montrouge est constitué de 4 architectes qui se sont rencontrés à l'École des Beaux-Arts dans l'immédiate après-guerre, Jean Renoudy, Pierre Riboulet, Jean-Louis Verret et Gérard Tournauer. Ils vont attacher une importance à l'expression de la matière. Il n'y aura pas de faux-semblants, il n'y aura pas de plaquage, il n'y aura pas de peinture de faux vrai. Il va y avoir le béton brut, l'acier, le verre, le bois, d'où l'expression du brutalisme qui rejoint cette idée d'art brut où on parle de la vérité des choses. Ici, ils veulent mettre en scène cette dimension de bâtiment-machine. Un bâtiment-machine, mais qui soit également une machine à émouvoir. Une machine à émouvoir par son esthétique, par son expressivité, et qui interroge et qui magnifie finalement sa fonction. Dès l'origine du projet, les architectes avaient pensé à apporter de la lumière au centre du bâtiment. Comme c'est un bâtiment qui est assez épais en plan, toute la partie centrale nécessitait d'avoir de l'éclairage. Et pour cela, ils avaient imaginé
des puits de lumière protégés par des skydomes. Donc ça, c'est un des éléments qu'on a repris également dans le projet, en enlevant les skydomes, qui nous permettent d'apporter de la lumière et de l'air dans les parties communes. On a un travail justement un peu sculptural entre l'intérieur et l'extérieur. Donc du coup, c'est des vues, c'est des interfaces entre les espaces à vivre, intérieur et extérieur. L'idée de gommer un peu la façade, que les salons se trouvent sur les espaces extérieurs. Donc c'est une vraie richesse justement et on l'aperçoit dans le projet original. Et le fait d'avoir un projet d'habitation, là aussi, lui donne une nouvelle dimension. On a appelé ça « Habiter une œuvre d'art ». Donc c'est une vraie force du projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui nous a semblé important, c'est que le côté presque improbable des volumes, de ces terrasses immenses, fait qu'il y a une dimension presque sociale, communautaire dans ce bâtiment. Comme historienne, ce que je crois, c'est que le temps long marque l'histoire des cadres de vie. Et que les bâtiments, contrairement à ce qu'on a pu penser, ne sont pas faits pour être construits et jetés au bout de 30 ans. Moi, ce qui me plaît, c'est que je me dis, c'est qu'il y a eu l'œuvre. Encore une fois, ce n'est pas mon œuvre. On intervient, nous on la soigne et après elle va vivre et après on la passe aux générations futures. Il est complètement modulable. Et l'important, c'est de le respecter dans son intégralité. Derrière les architectes, ça sera aux habitants de prendre le relais pour trouver et coloniser. Finalement, on laisse une part de possibilités aux gens qui vont habiter ces lieux pour qu'ils les colonisent et qu'ils en fassent finalement ce qu'ils ont envie d'en faire.